À l'occasion du 80e anniversaire du crash du B-17 américain, qui s'est traduit par la mort de Harold Niessing, donc bombardier dans cet avion, nous avons souhaité recueillir les témoignages de différentes personnes. D'abord des personnes qui ont assisté à ce crash, et puis des personnes aussi qui nous ont renseigné sur ce qu'est devenu l'épave de l'avion après la fin de la guerre, et aussi quelqu'un qui nous a expliqué en détail quelles étaient les conditions de vol dans un B-17. Et ce jour-là, ça a bombardé. J'avais mon grand-père qui était en train de rateler du foin avec un cheval, qui a vite ételé, qui nous a fait rentrer parce qu'on bombardait, nous étions devant la porte de la ferme. Il nous a fait rentrer vite parce qu'on entendait des obus, des éclats qui volaient partout. Et puis alors, à un moment donné, on a entendu l'avion, le moteur qui ronflait beaucoup. Et on a vu l'avion qui tournait, mais après on a vu, il est parti. Et puis au bout de pas longtemps après, il est revenu sur le Cornevarieux. Et c'est là qu'il est tombé au Saint-Nix. C'était au mois de juin, le 25 juin, un dimanche. Et mes parents nous envoyaient coucher le soir avec les enfants du quartier dans un grand fossé. Et c'est les mères qui nous surveillaient. Les pères restaient à la maison. Et là, le dimanche soir, il faisait très chaud. Et vers 9-10 heures, nous nous amusions dehors avant qu'on nous fasse coucher. Et nous avons entendu plusieurs avions passer, nous semblait. Puis on a été surpris par un avion qui arrivait de Vermont-Donville et qui était déjà en feu. Et il est tombé à 10 mètres de nous. Alors, nous avions eu très peur. Et on criait, on pleurait, et nous ont fait aller coucher dans ce fossé. Je vous apporte ici un témoignage indirect, puisque c'est celui de mon père, qui, à l'époque du crash du B-17, avait pas tout à fait 15 ans. Avec ses parents, qui étaient mes grands-parents, ils étaient employés dans une ferme qui était ici. Et donc, j'ai toujours entendu cette histoire. C'est très émouvant pour moi de venir aujourd'hui. Depuis que je suis né, j'ai entendu cette histoire. Les B-17 en escadrille qui passaient au-dessus de la maison, les batteries de DCA qui avaient été installées auprès de la maison. Et quand il y avait des alertes, toute la famille descendait dans des tranchées que mon grand-père avait creusées autour de la maison. Et de là, ils ont entendu les explosions, les tirs de DCA et un avion qui a été touché, qui a pris feu à l'arrière et aux ailes. Et cet avion est tombé au sol, donc en tournoyant. Ils pensaient tous qu'il allait tomber sur la ferme. Et à la fin, il a dévié, il s'est écarté. Il est tombé à quelques centaines de mètres de la ferme. Et mon père a été, d'après ce qu'il m'avait dit, un des premiers sur les lieux, puisqu'il avait vu le corps du pilote carbonisé. Les autres avaient sauté en parachute, il les avait vus. Et le corps pas du pilote, du tireur arrière, donc Niessing, qui n'avait pas pu sauter avec les jambes brisées, qui était resté donc dans l'avion et qui a été carbonisé. Les Allemands sont venus de suite sur place et ont essayé de trouver des documents ou autres avec un bâton et fouiller le corps. Ça avait traumatisé mon père, qui avait, je vous dis, pas tout à fait 15 ans. Et ensuite, les Allemands ont pris tout ce qui était récupérable sur l'avion, ils ont laissé la carcasse là. Et donc, le propriétaire a voulu sortir la carcasse. Et c'est mon père, avec une paire de bœufs à l'époque, qui a amené ça dans un trou, dans une partie qui n'était pas cultivée. Voilà, j'ai toujours... on n'habitait pas ici, on habitait sur Toulouse, mais mon père venait au cimetière, il cherchait la tombe de Niessing pour se rappeler. Et il était là à la dernière commémoration où sa sœur était venue. Et ça l'avait ému vraiment. Voilà. Mon père a disparu depuis, c'est en sa mémoire. Je suis très heureux de faire ça. Voilà. Alors on l'appelle la Flying Fortress. Forteresse, ça veut dire, ça dit bien ce que ça veut dire. Il était un bombardier américain, développé en 1935, donc prêt pour la guerre. Il en a été fait 12 700, autant que d'Airbus 320, 321 depuis 1986. Et c'était une forteresse.
Donc ce 25 juin 1944, vers 9h30, le B-17 s'écrase finalement très près d'ici, derrière nous, dans un champ. Quelques mois plus tard, les restes de l'épave ont été traînés dans un fossé et nous avons souhaité, avec l'association Aérocherche, essayer de retrouver quelques vestiges toujours présents dans le sol de cet avion. Donc l'association Aérocherche est une association qui vise à rechercher des pièces issues de crash d'avions, principalement des avions de la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons évidentes. Et donc nous allons récupérer ces pièces-là, de telle façon à pouvoir retracer l'histoire de l'avion et de ce qui s'est passé. Le B-17, c'est, j'ai envie de dire, l'avion mythique de la Seconde Guerre mondiale. C'est le bombardier américain le plus classique et le plus utilisé, 4 moteurs, surnommé aussi la forteresse volante puisqu'il y avait un grand nombre de mitrailleuses, 9, 10, 11 selon les modèles. Et Harold Gnessine dans cet appareil était le bombardier. Donc c'était lui qui manipulait le viseur Norden et il était à l'avant de l'avion. Donc en effet, sur le site de crash du B-17 de Harold Gnessine, nous avons retrouvé des vestiges de l'avion, donc des petits morceaux calcinés souvent, puisqu'il y avait le feu, il y a une aile qui brûlait et que l'avion s'est écrasé. Donc on a retrouvé des petits morceaux de cet avion et les scories, c'est-à-dire les morceaux de métal fondu, montrent bien qu'il y avait un incendie. C'était un avion simple, il était fait comme les voitures Ford T, il était fait en chaîne, en série, vite fait, bien fait. Et maintenant, rétrospectivement, la navigation devait être un problème. Alors, heureusement que Nantes, Toulouse, Londres, c'est pas loin, mais on peut s'égarer, etc. Les Américains engagent ces fameux B-17, qui sont des avions un peu mythiques, qui servaient donc bien sûr à bombarder les installations critiques. Ce sont des avions lourdement équipés de moteurs très puissants pour pouvoir emmener des charges très, très importantes. Il se trouve que cet avion avait largué l'ensemble de ses bombes au-dessus de l'aéroport de Toulouse, donc se retrouvait en situation relativement légère, mais pris par la DCA allemande, donc la Flak, s'est retrouvé endommagé sur un de ses moteurs. Sans doute, l'autre moteur a été également impacté du même côté, des morceaux d'aile sans doute perdus, et donc il s'est mis à vriller sur son aile endommagée, et sans pouvoir le contrôler, a fini par se crasher. L'ensemble de l'équipage a pu sauter en parachute, sauf une personne qui a dû se retrouver bloquée ou blessée ou tuée en fait par ces tirs d'artillerie. Et donc c'est aussi l'histoire humaine qui a démarré par cet événement. Donc Harold Gnessine, aviateur américain, 24 ans, est mort dans ce crash d'avion. Il venait d'arriver des États-Unis quelques jours avant, c'était la 5e sortie de cet équipage et de cet avion. Et il n'a pas pu sortir de la carlingue de l'avion qui était en train de tomber. Les autres membres d'équipage ont pu sauter en parachute, lui n'a pas pu. Il faut savoir que donc certaines familles ignoraient complètement finalement ce qui s'était passé, et là on va leur dire, voyez, votre grand-père a été dans cet avion-là, s'est retrouvé ici attaqué par l'artillerie allemande. Ils avaient complété la mission, ils avaient réalisé la mission et pour autant n'avaient pas pu rentrer puisque l'avion avait été endommagé. Donc il s'est retrouvé, on ne sait pas exactement les conditions de son décès. Est-ce qu'il est mort dans l'avion ou au moment du crash? Il y a bien sûr encore des zones d'ombre, mais au moins on a pu retracer ces éléments-là. On a pu les emmener sur place à Cornemarieux et c'est quelque part, c'est un élément très important. Ils avaient l'impression de ne pas avoir pu faire le deuil finalement du décès de leur grand-père et donc c'est ce qu'on apporte quand même et c'est un élément très émouvant lorsqu'on crée ce genre d'événement puisque ce deuil qui n'a pas pu être réalisé est enfin réalisé grâce à ces événements-là. Lors de leur venue à Toulouse, les 11 membres de la famille du lieutenant Harold Gnessine ont pu découvrir l'exposition qui lui était dédiée au musée Aeroscopia. Un hommage bien mérité pour ce jeune homme originaire de Batavia, dans la région de New York,
qui s'était destiné à une carrière d'ingénieur aéronautique. Il fut incorporé dans l'Air Force peu après son mariage. Son destin tragique témoigne de la dureté de ce conflit. Après cet émouvant hommage, ils ont pu contempler le patrimoine de l'aviation française. Une après-midi chargée en émotions et en souvenirs. Pour terminer, le cortège s'est rendu sur le lieu du crash, où un drapeau américain les attendait, signe de la reconnaissance de Cornebarieux envers cet homme qui a sacrifié sa vie pour la liberté. I am thrilled to be here with the people of Cornebayou to honor my uncle Harold, who died here 80 years ago and was buried in the cemetery with the people of Cornebayou through their grace. It is incredibly emotional for the family to be here. We were here in 2001 when a large 2001 when a large section of the wing was found. And at that time, we were here with my mother, who was Harold's sister, and two of his crewmates. Coming back here this year in celebration of the 80th commemoration that has been honored throughout time by the people of Cornebayou is incredibly moving and humbling. And we're eternally grateful to the people here who continue to honor our uncle and our family in this way and continue to pray for peace and honor the relationship between our country and the French people. Une cérémonie en 3 temps, avec un premier temps devant le monument aux morts pour rappeler le 8 mai 1945 et la reddition allemande. Un deuxième temps devant la tombe où le corps du lieutenant Harold Nessine a été inhumé le 26 juin 1944 avec une prise de parole d'un petit-neveu de Harold Nessine, quelque chose de très émouvant et un dépôt de gerbes. Et puis, troisième temps dans un lieu tout particulier où une stèle a été installée pour rappeler le lieu du crash de cet avion, avec là beaucoup d'émotions, des chants d'enfants des écoles, la présence d'une soprano pour les hymnes américains et hymnes français et un dépôt de gerbes. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. He was laid to rest by the kind people of Cornebayou, a gesture so profound words can't express. Oh, the wind is blowing, through the waves the wind is blowing, freedom soon will come. They will come from the shadows and me. C'est le 7 mai 1945, il y a 79 ans, jour pour jour, que la capitulation de l'armée nazie est signée à Reims. Cette signature, confirmée le lendemain à Berlin, marque la fin du conflit en Europe, avant la reddition du Japon 4 mois plus tard, le 2 septembre 1945. Ce conflit de 70 mois a causé la mort de 50 à 70 millions de personnes, plus de 40 millions de victimes civiles, dont la moitié de maladies ou de famine, et 25 millions de militaires, donc 5 millions prisonniers de guerre, morts en captivité.
Ces chiffres que l'on ne cite pas ou que l'on a oubliés résument dans leur brutalité toute l'horreur de cette guerre. La victoire de ce 8 mai 1945 a longtemps été incertaine, et l'année 1944 a été l'occasion de nombreuses actions militaires décisives. La France a décidé de commémorer particulièrement ce 80e anniversaire de la libération de la France. Cette libération de la France et de l'Europe, nous la devons à tous les combattants, aux résistants qui ont refusé de se plier devant la barbarie nazie, et dont beaucoup ont payé de leur vie leur engagement courageux. Cette victoire, nous la devons aux troupes alliées, britanniques, américaines et soviétiques, aux opérations qui ont été lancées sur tous les fronts, sur l'Italie dès la fin de 1943, puis sur la France, avec les opérations Esquile et Overlord notamment. Ce sont aussi des bombardements stratégiques sur l'Allemagne, mais aussi sur la Belgique et la France qui ont maté l'issue de ce conflit. Ces bombardements, menés depuis l'Angleterre par des bombardiers des équipages anglais et américains, ont visé de nombreuses cibles. Ils ont été meurtriers, non seulement au sol, mais aussi pour les équipages, car les bombardiers, lourds et de vitesse limitée, étaient la cible facile de la défense antiaérienne allemande. Les pertes humaines ont été nombreuses chez les aviateurs. Aujourd'hui, il est important de ne pas oublier que la paix et la liberté sont extrêmement fragiles et que nous devons inlassablement les soutenir par nos positions et nos actes. Plus de 50 conflits sont actifs aujourd'hui de par le monde. Les plus importants sont à nos portes, à 3 ou 4 heures d'avion, et ils constituent un risque d'embrasement qui n'a jamais été aussi élevé. Aujourd'hui, souvenons-nous de 2 choses. Nous devons perpétuer la mémoire de ceux qui se sont battus ou sont morts pour la liberté, pour la paix. Le lieutenant Harold Nissen était un de ceux-là. Nous devons défendre bec et ongle les valeurs républicaines qui sont les nôtres, inlassablement et à tout prix. L'amitié et la solidarité entre les nations, l'éducation, le respect des personnes et la liberté de penser et de croire sont nos seules armes contre la barbarie. De me retrouver ici, plus de 20 ans après l'inauguration de ce monument à la mémoire du second lieutenant de l'US Air Force, Harold Nissen. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent aussi de toi. Que c'est un honneur et un privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui les descendantes et les descendants de Harold Nissen. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces jeunes hommes qui ont laissé leur vie et leurs proches de l'autre côté de l'Atlantique pour défendre la démocratie et la liberté. Femmes et enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. And other Allied forces did for France helps us to remember the importance of keeping such memories alive. And that is why we are here with you today. We realize how important it is to pass such experiences and appreciation on to the next generation. We've returned with our family's next generation so that they can keep the memories of Harold alive and his connection to this wonderful town. La cérémonie aujourd'hui, c'était assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Et là, cette fois-ci, il y a encore, il y a les visages qui vont avec
le tombeau ou le stèle de lieutenant Ginsing, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, surtout pour moi, qui fait une seule cérémonie par an. Bien, nous avons assisté aujourd'hui à une magnifique cérémonie qui relie nos alliés d'hier et d'aujourd'hui, par-delà les océans, pour commémorer la mort d'un pilote américain qui a donné sa vie pour la libération de la France et la lutte contre l'occupant nazi. Des très belles manifestations patriotiques qui permettent de souder les liens entre nos nations, entre nos pays, et avec finalement beaucoup de générations présentes, toutes les générations présentes, et autour de l'amitié de nos deux nations pour des valeurs pour lesquelles ils se sont battus et qui doivent perdurer toujours. Et beaucoup d'amitié surtout. Merci. Alors, je suis Maxime Saint-Germe, directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de la Haute-Garonne et chef-lieu de région Occitanie. Donc, j'accompagnais cette journée mémorielle importante qui a été vraiment chargée en émotions entre la famille présente de ceux qui ont péri dans le crash, enfin du lieutenant Gnesnin, et la participation des scolaires, d'une soprano. Donc, ça a été vraiment magnifique. Et pour l'organisation de cette journée, on a attribué le label du 80e anniversaire de la Libération pour montrer le soutien de l'État pour une action du territoire qui a un impact important pour la mémoire du département. It was so important to recognize how young he was, how he left his country in the United States, how he left his family to fight in France at 24 years old. And to me, that was incredibly moving to see his family and the generations that come after him were already older than him. So I found it incredibly moving. Bien, donc je suis le commandant Cyr, je suis chargé du protocole et à quelques semaines en arrière, monsieur le maire de Cornebarieux me proposait de venir organiser le déroulé d'une cérémonie franco-américaine dans sa commune de Cornebarieux. Ce que j'ai fait avec grand plaisir parce que je suis très attaché à la mémoire, attaché à ces moments qui sont très symboliques pour moi. Je peux indiquer qu'aujourd'hui est un moment fort que nous avons pu partager avec la commune sur la commémoration, je dirais, de cet événement et surtout la présence, je dirais, indiscutable de la famille, je dirais, d'un des aviateurs qui a perdu sa vie, je dirais, pour une noble cause, pour aider, je dirais, la France et l'ensemble de nos compatriotes. Donc moi, en tout cas, je suis très honorée d'avoir été invitée à cette cérémonie qui était très riche en émotions. Donc je savais à quel point la famille était attendue, mais en étant porte-drapeau, j'ai pu observer la cérémonie tout au long de son cours et j'ai été prise de beaucoup d'émotions. Donc je suis très fière et honorée de participer, d'avoir aussi contribué à la préparation avec l'ONAC. Et je remercie en tout cas la commune de Cornebarieux pour cet événement et surtout pour m'avoir permis de participer à cette commémoration. Je me présente, je suis le colonel Koné Alain de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis réserviste opérationnel et je suis un habitant de Cornebarieux. Donc je suis d'autant plus sensibilisé par cette cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, de voir dans ma commune donc une cérémonie qui associe des jeunes et des anciens et qui célèbre la mémoire donc d'un aviateur qui a donné sa vie pour la France. Donc j'ai été sensibilisé par cette action entreprise par Cornebarieux qui a initié cette mémoire qui perdure donc depuis maintenant 80 ans. Je me trouve associée aujourd'hui à cette magnifique cérémonie en ma qualité de membre de la Légion d'honneur, mais également de porte-drapeau de la section des membres de la Légion d'honneur. Et il est très important d'être présent, car symboliquement, bien entendu, nous honorons nos morts pour la France. Et savoir que des Américains ont combattu à nos côtés pour sauver notre pays est évidemment un moment très fort.
Bien évidemment, le premier mot qui vient à l'esprit après avoir assisté à cette cérémonie, c'est l'émotion. Et en particulier celle que j'ai ressentie quand les membres de la famille du jeune soldat ont témoigné avoir découvert son histoire, leur histoire et notre histoire commune entre la France et les États-Unis, grâce à la mobilisation qui se fait en France chaque année, grâce aux commémorations, voilà, grâce au travail de mémoire que nous faisons tous, que vous faites tous, et pour lequel et auquel évidemment je suis extrêmement sensible. Hello, my name is Mark Collier. I'm very happy to be participating today. It's just an amazing event. The American family that have come to recognize the descendant, his contribution to the war effort, and really for the people in Cornabarrio here, it's amazing the passion and the pride that they have for the event that occurred and the continual story. It's really quite emotive, quite amazing, and I'm very proud to be part of it. Trouver cette cérémonie extraordinaire en émotion, les témoignages de la famille, qui expliquent que leurs parents ne leur parlaient pas beaucoup de ce grand-oncle et qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de poursuivre et remercier la ville de Cornebarieux pour se souvenir du sacrifice de leur oncle. C'est très important. Voilà, c'est quelque chose qui tout au long de nos vies, on connaît ça chez nous les militaires. C'est important de partager ça et c'était extraordinaire tout le monde qui était là pour honorer ce sous-lieutenant qui a donné sa vie pour la liberté de la France et la victoire des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. When we're here and we hear about all the men and women who gave their lives so many years ago for our freedom, for our safety, it is a great reminder to us that it is important to hold on to that memory, but not only the memory of those people, but also of their sacrifice, so that sacrifice does not have to be repeated once again. As a young person, well, 33, youngish. As a youngish person, I can say that I've never lived through a regime. I've never lived through a war here on the soil where I live. But I am cognizant of the fact that many do, even today. It is important for us to have a memory of these moments in these types of events so that we can also remember, without having to live through such hardship. And to see today all the children that were there singing, there were younger people participating in the event, it's important to see that transmission of culture, that transmission of respect, that transmission of memory, so that we can all carry that on with us, so that those sacrifices were not made in vain. And with that, I think that every year I will come back, because it's truly a privilege to be able to witness the sacrifice of those people, of all those men and women who gave their lives and more